Mais la mixité sociale, ça va prendre longtemps. En fait, moi, quand je travaillais au niveau de la ville à Rotterdam, aux Pays-Bas, on voyait des populations qui, tout à coup, quittaient certains lieux parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Ils disaient, on n'est plus chez nous. Parce que tout à coup, les rues, ça change, parce que les couleurs se diversifient. On ne peut pas être assis dans une salle ici et se dire mixité sociale. Comme la mixité sociale va prendre du temps, une génération, 2 générations, qu'elle a aussi à voir avec le changement de statut social, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, vous avez énormément de jeunes en France et de moins jeunes qui sont en train de sortir du ghetto social. C'est d'ailleurs une des causes de la crispation. C'est que hier, on ne les voyait pas. Et tout à coup, ils apparaissent. Ils sortent d'où, eux? De là-bas. De là-bas où ils étaient parqués. Ça les arrangeait aux premières générations d'être ensemble. Et ça arrangeait la société de les mettre ensemble. Et à un moment donné, ce que école, réussite sociale, sortie. Et là, maintenant, vous les voyez partout. Donc c'est pour ça que quand on vient vers moi et qu'on entretient ce discours, c'est incroyable ce qu'on entend. L'intégration sociale, l'intégration culturelle et religieuse ne fonctionne pas. Je dis avec force, et je le dis depuis 20 ans, ça marche. Et c'est parce que ça marche que ça crée, ça crispe, parce que les gens sont en train de sortir, sont de plus en plus visibles. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu être dans un espace social qui était un espace social extrêmement défavorisé. L'école vous a permis, et il y en a qui sont sortis, et il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de visibilité. Et ça va continuer. Donc c'est pas vrai que ça marche pas. Le vrai problème, ça n'est pas l'échec de l'intégration, c'est l'absence de politique sociale. Réelle, inclusive, forte, ce que je ne cesse de répéter depuis 2005 dans ce pays, quand le pays était complètement bloqué à cause des émeutes. Qu'a-t-on fait pour développer une vraie politique sociale qui s'appuie sur l'école, qui s'appuie sur les zones, sur les politiques sociales, l'école et les fragmentations dans la géographie et la fragmentation de la société elle-même. Si on ne peut pas immédiatement entrer et réaliser cette mixité sociale, ce qu'il faut, c'est être volontaire par rapport à ça. Donc il faut créer ces liens entre les espaces, il faut des dynamiques qui sortent. Et aujourd'hui, de plus en plus, cela se passe. Ça fait partie du projet de la communication. Mais il faut le développer, il faut avoir ceci en tête. Il faut des espaces où on puisse être ensemble et vivre ensemble. Et encore une fois, pas simplement quand il s'agit de musique, pas simplement quand il s'agit de divertissement, mais quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit de réflexion, quand il s'agit de projets sociaux, quand il s'agit de projets de solidarité. Et quand vous entendez ce que nous fait l'organisation ici, on voit bien que c'est bien l'idée qu'ils veulent. Quand ils me font venir ici avec c'est ça exactement, c'est ça le projet. C'est, on est en train de se battre pour réussir notre scolarité, on est en train d'aller à l'université, ou on est dans un corps de métier, quel qu'il soit, on s'arme, on est en train de s'équiper intellectuellement et on entre dans la communication. Alors certains vont avoir peur parce qu'ils vont avoir l'impression que toute la société change. Nous sommes simplement aujourd'hui, prenez-le comme je vous le dis, dans une période de transition historique. Il va falloir s'habituer à la diversité, mais maintenant il faut s'habituer en même temps et il faut être engagé dans une attitude de responsabilité. Maintenant, ça ce sont les conditions, c'était la troisième. La dernière condition que j'aimerais mettre en amont de tout mon propos, pour les clés du vivre ensemble, c'est beaucoup insister sur une chose. Le problème paraît complexe. Tout à l'heure, il y avait un journaliste qui était présent, il me dit c'est complexe quand même. Oui, c'est complexe. La situation n'est pas facile. Et moi, je l'ai dit et je le répète, et je le répéterai à la fin, il va falloir beaucoup de temps. Pour ceux d'entre vous qui ont lu mon intime conviction, je disais, on est dans un projet qui est au moins de 2 générations. Ça va être long. Mais ce n'est pas parce que ça va être long qu'il faut démissionner, c'est le contraire. Ça va être long, c'est là où il faut se lever. C'est là où il faut travailler ensemble. Mais il y a une chose qui est déterminante, c'est de comprendre ce que je disais au moment où j'avais écrit un manifeste qui s'appelait un manifeste pour un nouveau nous, c'est qu'il ne faut beaucoup travailler sur le plan local. Ça se gagnera sur le plan local. Donc quand vous ouvrez la télévision et que vous entendez le 20h et que vous avez ces tensions au niveau national, ça doit rester une illusion d'optique par rapport à la réalité du terrain, c'est sur le plan local.
des initiatives locales qui changeront, ce que font ces organisations. Et aujourd'hui, de plus en plus, partout où je vais en France, il y a des initiatives locales. Il faut avoir la modestie et l'ambition. La modestie de travailler localement et l'ambition, à partir de local, de changer les choses. C'est pour ça que chacun et chacune d'entre nous, vous pouvez, encore une fois, on peut avoir l'impression... vous savez, il y a une parole que j'aimais bien dans les propos de Jean-Paul II, et je trouvais qu'il avait, spirituellement, humainement, il avait tellement raison. Il dit, un être sur la terre de moins, un être qui souffre de moins et le monde est meilleur. Toutes les spiritualités partagent ceci. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de dignité. Et donc à partir d'un certain moment, il faut avoir la modestie. On ne va pas pouvoir changer toute la France en un an. Par contre, on peut travailler sur le plan local ensemble. Et ça se passe à votre niveau, là, ici, Bordeaux. Ça se passe dans votre quartier, ça se passe dans votre voisinage. C'est ça la clé, c'est la conscience du local. C'est-à-dire un projet national qui commence par la conscience du local. En disant, mais moi je peux le faire, avec mon voisin, avec les gens qui sont présents, je peux le faire. Et rien, mais au contraire, rien, soit dans mon appartenance au christianisme, au judaïsme, à l'athéisme, à l'agnosticisme ou à l'islam, ne m'empêche de faire ça. Au contraire, nous sommes appelés pour le destin national à faire ce travail-là. Et ça, c'est une nécessité. Il faut le prendre comme une responsabilité personnelle. Et vous avez bien compris, je ne suis absolument pas pour le discours victimaire. Je suis pour un discours de sujet exigeant, d'émancipation en fait, de s'émanciper de la peur, de s'émanciper de l'assignation. Par exemple, l'autre jour j'étais à Europe 1, il me dit, quand on vous écoute, Tariq Ramadan, c'est toujours oui mais. Je dis, mais non, vous êtes trompé de conjonction de coordination. C'est oui et. Oui pour ça et. C'est plus compliqué que ce que vous voulez dire. Ne m'assignez pas à dire, vous êtes Charlie ou vous n'êtes pas Charlie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas l'assignation à... Et quand vous êtes dans la nuance, la personne vous entend dans l'ambiguïté. Mais non, la nuance, c'est la reconnaissance de la complexité, c'est pas l'ambiguïté. On ne va pas changer le monde comme si on était devant le téléjournal, on dit, alors votre réponse, 30 secondes. Oui. Il a dit oui. Donc on a notre réponse, ça ne change rien. Je veux dire, à partir d'un certain moment, on est dans le déficit intellectuel. Moi, mon grand problème que j'ai avec énormément d'intellectuels en France, énormément de politiques en France, c'est qu'ils ne sont pas prêts à débattre, parce qu'à partir d'un certain moment, on va se mettre en face de nos propres contradictions. Eux, ils veulent du simplisme. Je veux dire, des choses qui sont... ça va entretenir les peurs, ou ça va confirmer nos jugements. Moi, je ne vais pas faire ma vie pour confirmer vos jugements ou pour entretenir vos peurs. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça commence par une responsabilité personnelle, de s'émanciper de la peur, de s'émanciper de ces clivages, nous et vous, et de rentrer dans un engagement qui est un engagement déterminé. Et ça m'amène à dire, et ça sera ma deuxième partie qui mène à la conclusion, je vous ai donné la première des choses, faire ensemble, non pas simplement vivre ensemble. Faire ensemble, c'est aussi créer des espaces, alors je vous le disais, où à un moment donné, on se parle les uns les autres à partir de notre centre. Dis-moi de toi quelle réponse tu donnes au sens, et non pas simplement en quoi tu es un problème pour moi. Ne me parle pas des questions que tu as envie de me poser, mais parle-moi des réponses que tu te donnes. Quelle réponse tu donnes ? 95% de mes interventions en Occident, quand je parle du sens et de ma philosophie de vie, c'est de parler, alors le foulard, alors la laïcité, et la violence, et l'homosexualité. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver comme ça. Si chaque fois que vous me posez des questions, c'est une liste de questions qui vous font problème, à un moment donné, j'ai envie d'entendre mes concitoyens sur les réponses qu'ils se donnent. Je veux plus, et je pense que nous avons besoin aujourd'hui de discussions à partir de nos centres respectifs. Je te respecte si tu me parles de tes réponses. Après, on pourra critiquer certaines de tes réponses, oui, mais commence par me parler des vrais dialogues de société, une renouée dans nos sociétés. Ça, c'est une vraie philosophie du pluralisme dans le débat du sens. Dis-moi ce qui fait sens pour toi. Et ça veut dire
Donc moi j'ai énormément appris, je veux dire, moi dans le dialogue, moi j'étais tout petit comme ça, et un de ceux qui m'a formé était un chrétien engagé dans les droits de l'homme. Je passais mais des heures avec lui à discuter de philosophie, de droits de l'homme, mais il m'a énormément appris. C'est lui qui m'a enseigné ce que c'était que le sens, qu'on pouvait se respecter. Il n'était pas en train de me dire, Tariq, assieds-toi. L'homosexualité. On doit répondre à ça. On doit répondre que si on peut ne pas être d'accord avec l'agir, on respecte les personnes et que personne ne doit porter atteinte au respect de la personne. Bien sûr qu'il faut qu'on réponde, mais on n'est pas tout le temps dans un dialogue où on est dans la justification ou dans le fait de s'excuser de penser ce qu'on pense, et peut-être que si vous pensez que je le pensais et que je ne le pense pas vraiment, je vais quand même prévenir le fait que vous pensiez que je le pensais en vous disant que je ne le pense pas. Bonjour le dialogue. Mais c'est à ça que je suis soumis. Les types, ils te regardent, ils disent, vous avez un double discours. Et vous l'avez entendu, ce discours. Ah, mais ce que vous dites, ça ne peut pas être ce que vous pensez. Et comment vous pensez que je peux penser si quand je parle, vous pensez que je ne pense pas ce que je pense? Après, là, tu as tourné et tu ne sais plus de quoi tu parles. Mais tu sais qu'il y a une seule chose qui reste, c'est la méfiance. C'est la méfiance. On a réussi à développer le sens de la méfiance. Et à un moment donné, ce que je dis dans la confiance, c'est de parler de nos réponses, de nos spiritualités respectives. Des discussions extraordinaires que j'ai eues avec Alperin à Genève, un juif engagé, ce qu'on a fait avec Edgar Morin, des vraies questions de sens. C'est tellement important qu'on fait un deuxième volume là maintenant. Il devait être avec nous ce soir. Il a été appelé pour une cause très très importante en Tunisie, mais on va continuer le travail et on parle du sens des grandes questions contemporaines, le péril des idées, et on parle du fond. Et là, il y en a combien qui ont lu ce livre, qui sont allés jusque-là? Mais c'est même pas par rapport à lui, c'est ce que je pense que tous nous devons faire. Des espaces du dialogue sur le sens. Vous savez ce que ça veut dire, ça? On arrête de se parler que de nos problèmes, et on parle du sens, de nos visions de la vie. Vous faites ça avec combien de gens? Avec combien de gens? Combien il y a de gens autour de vous? On va vous tester, là. Avec combien de gens dans votre vie vous parlez qui ne partagent pas votre sens de la vie, votre spiritualité, le sens qu'il donne à la mort, le sens qu'il donne... Il y en a combien avec qui vous partagez ces moments-là? Non pas pour vous justifier de penser ce que vous pensez, mais simplement d'écouter et de partager. Parce que c'est comme ça que se crée aussi la confiance. C'est comme ça qu'on commence à s'enrichir. La richesse, elle vient de là. La richesse, elle vient de cette écoute-là. Et ceux d'entre vous, des musulmans, qui viennent avec le Coran et qui entendent nous vous avons établi en nations et en tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le mot arabe ici va dans les deux sens. Tu connais, tu te fais connaître. Tu essayes de connaître et tu t'offres à être connu. C'est capital, ça. Où est-ce que ça se passe aujourd'hui dans nos sociétés? Dans une société de peur, on ne parle pas du fond. On parle des formes qui effraient, non pas du fond qui apaise. Des discussions sur le fond qui apaise. Ta réponse. Dis-moi comment tu vois les choses. Dis-moi quel sens, quelle philosophie tu as de la vie. Posez-vous la question. Franchement, toute honnêteté, dans votre vie respective, vous prenez le temps de ces discussions où et avec qui? Pas dans vos cercles fermés, parce qu'il y en a certains, c'est les rois de l'ouverture d'esprit dans un cercle fermé. Ils sont toujours entre eux, mais on respecte tout le monde. Il est où ce tout le monde? On respecte. Respecter tout le monde, c'est de sortir de ton centre à toi, c'est d'entrer en communication. Raison pour laquelle, c'est ce que je dis, quand vous avez une mosquée, quand vous avez une institution religieuse, quand vous avez n'importe quel centre social, quand vous avez une synagogue ou autre, la capacité de faire vivre ensemble et d'agir ensemble de ces lieux-là, c'est leur interaction avec l'environnement, c'est le voisinage. C'est la possibilité de discuter. Non, il y en a certains, ils les invitent dans les mosquées pour leur montrer qu'ils sont normaux. Il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas d'armes. Venez, on est gentils. Et on mange. Mais ça ne peut pas être. Il y a quelque chose qui manque. On est des sinistrés du dialogue de fond. Et donc là aussi, il faut que nous dépassions ceci. Et j'insiste là-dessus. Parce que ce que je dis pour l'école, je le dis aussi pour les adultes. Se réconcilier avec le sens. L'un des grands problèmes que j'ai avec la France, ce n'est pas les valeurs de la France, c'est les contradictions qu'il y a entre les politiques françaises et les valeurs qu'on prône.
Parce que quand vous êtes certains types de citoyens, il faut quand même avoir une sacrée dose d'imagination pour penser que c'est liberté, égalité et fraternité. Il faut projeter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut critiquer ça. Il faut au contraire prendre ces formules au sérieux en disant, attendez, moi ça c'est mon pays, je suis français. Et c'est vrai que la liberté, ça veut dire quelque chose. Et la liberté pour tous de la même façon. Et que l'égalité, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand je me présente devant la loi, tous on est égaux, femmes et hommes, quelles que soient nos couleurs, quelles que soient nos... On est sérieux là-dessus. On est sérieux. Donc c'est un sens que l'on donne, cette égalité, à son statut d'homme et de femme. Et puis la fraternité. La fraternité, comme disait Coluche, et je répète, il avait appris ceci à Orwell, il y en a qui sont toujours plus frères que d'autres, comme il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Donc là aussi, ça, ce sont des choses... Mais vous avez bien compris, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Une interdiction stricte à chacun d'entre nous dans cette salle de penser que je suis en train de parler du voisin et que la responsabilité, elle est sur l'autre. Non, c'est une prise en charge de sa responsabilité personnelle comme sujet qui refuse d'être victime et qui sait aujourd'hui qu'il doit rentrer. Une émancipation intellectuelle et psychologique pour entrer dans ce débat-là. Deuxième des éléments qui était aussi que nous devons faire. Au lieu, chaque fois qu'on a des problèmes avec l'école, ce que je disais, s'engager pour l'école, ça veut dire aujourd'hui, il ne faut pas penser simplement des écoles alternatives. On va faire comment là maintenant par rapport à l'école? Vous qui êtes ici, pour ceux qui ont fait l'école, moi j'ai été à l'école républicaine, puis ensuite j'ai eu mes enfants à l'école. Vous allez aux réunions des parents, vous interagissez avec les profs, vous questionnez les programmes, vous suivez ce qui se fait. Vous subissez l'école ou vous êtes en interaction avec les enseignants, le corps scolaire. Vous êtes des victimes de l'école, vous êtes des partenaires de l'école. L'école, ce n'est pas simplement les profs et les élèves, c'est une société, c'est un projet de société. Est-ce qu'on est engagé dans ce discours, oui ou non? Ou alors on s'assoit, on critique la ministre de l'Éducation, on critique les professeurs, et puis on arrive... Moi j'ai vu des jeunes qui étaient comme ça aux Pays-Bas. Eh bien il me dit, même pas, c'est pour ça que je rate. J'étais peut-être pas préparé, non? T'as peut-être pas étudié. Non, je sais qu'il m'aime pas. Cette espèce de perception que l'échec vient, c'est vrai qu'il y a du racisme, mais à un moment donné, en face du racisme, c'est pas d'entretenir la perception que je rate parce qu'il m'aime pas, parce qu'au bout du compte, tu m'aimes pas, tu vas voir. Je vais pas me laisser faire. Et ma réponse à ton impression que je suis trop noir, ou trop arabe, ou trop musulman, je vais travailler, je vais étudier, et je vais me libérer de ta perception pour ma réussite. Ah ben, attendez, c'est comme ça qu'il faut qu'on rentre dans l'école. Mais là, il faut les parents, il faut accompagner le projet scolaire. C'est ça, le vivre ensemble, c'est ça, agir ensemble. Vous avez rencontré des parents qui véritablement étaient contents du système scolaire dans lequel leurs enfants... Tout le monde se plaint partout dans le monde, partout. Vous allez aux États-Unis, on se plaint. En France, on se plaint. Partout, on se plaint. Puis on regarde, on fait des comparaisons, on se plaint des systèmes scolaires. Mais à partir d'un certain moment, le système scolaire, ce n'est pas un système qui est en dehors de nous. Nous devons y être. C'est là aussi où se joue, comme je le disais, le vivre et l'agir ensemble. Faire ensemble... c'est aussi à partir d'un certain moment de prendre au sérieux la solidarité sociale. Et ce que je disais tout à l'heure, vous savez, quand je disais le dialogue sur la philosophie, sur l'esprit, ça c'est aussi important. Il y a beaucoup de gens, en l'occurrence, même sur les questions du judaïsme. Le plus important, c'est pas quand on parle du judaïsme et de l'islam de parler uniquement de ce qui se passe en Israël. Ce qui se passe en Israël, il faut en parler, c'est une question politique. Mais sur les questions de spiritualité, de fondement, dans le bouquin sur le génie de l'islam, je prends tout un chapitre où dire attention, là on est dans des ordres où la spiritualité juive, la spiritualité chrétienne, le sens de la Trinité, le sens de ce mystère, tout ça ce sont des questions. Mais ça c'est porteur de quoi? Tout ça c'est porteur de quoi? D'énormément de valeurs que nous partageons. Personne n'a le monopole des valeurs universelles. Les seules valeurs universelles sont les valeurs partagées. Mais on en a plein de valeurs partagées, dont une est la solidarité, dont l'une est l'égale dignité des êtres humains.
Vous ne pensez pas qu'à partir d'un certain moment, il faut que ça se voie? T'es athée, grand bien te fasse. T'es agnostique, grand bien te fasse. T'es juif, grand bien te fasse. T'es chrétien, grand bien te fasse. T'es musulman, grand bien te fasse. Ça donne quoi sur le terrain? Ça donne je suis musulman. Ça donne je suis juif. Tu vas me respecter ou pas? Mais non, ça donne travailler. Ça donne de la solidarité. Ça donne une éthique citoyenne. C'est pour ça que dans le livre qui est paru il y a 18 ans, qui reste d'actualité, toujours la même chose, je parlais d'éthique citoyenne, c'est-à-dire la responsabilité du citoyen. Et la première des choses, c'est l'engagement solidaire. Solidaire, c'est pas de la pitié. Solidaire, c'est le respect de la dignité des êtres et de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à la misère sociale? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la pauvreté? Moi, je suis allé, j'ai passé des heures avec l'abbé Pierre. J'ai pris toute ma classe, 3 fois, à le voir à Rouen, le poser avec l'abbé Pierre, pour qu'il leur dise « Je suis en guerre contre la pauvreté ». Et moi, je me retourne vers eux. La guerre contre la pauvreté. La guerre, ça, c'est une guerre noble. Et on travaille ensemble, on est sur le terrain. J'ai vu des élèves qui étaient à milieu de tout, ils étaient de l'école laïque dans laquelle j'enseignais, on ne parlait pas du tout de religion, mais il l'écoute lui et il avait une énergie. Quand il commençait à parler, vous aviez l'impression qu'il allait dormir, il finit, mais vous avez envie de changer le monde. C'est de ça dont il faut qu'on parle ensemble. C'est ça, agir ensemble, c'est cette solidarité-là, cette éthique-là. Il y en a parmi vous qui sont des musulmans pratiquants. 1 mois sur 12, ils jeûnent. Mais ça ne doit pas vous faire sortir une énergie de la solidarité, de s'occuper des pauvres, de tous les pauvres. C'est pas je m'occupe des pauvres musulmans et je laisse les autres, de tous les pauvres de cette société-là. Et heureusement, on a vu partout en Occident des femmes et des hommes, à partir de ce mois du Ramadan, transformer ceci en engagement social, de faire des couscous de l'amitié, de faire des repas pour tous quand c'était en hiver. Ça, ce sont des moments qui peuvent être utilisés à cela, mais ça doit être toute l'année. La solidarité, prendre ça au sérieux. L'engagement pour la justice sociale, on doit aussi prendre ça au sérieux. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas tout le temps d'arriver, le vivre ensemble, on se met autour de la table et chacun avec son étiquette. Moi je suis athée, moi je suis agnostique. Mais non, enlevez-moi ces étiquettes, prenez le projet et dites qu'est-ce que tu fais avec ce problème-là? Qu'est-ce que tu dis, toi, sur la solidarité? Qu'est-ce que ta conscience citoyenne te dit de faire vis-à-vis de la pauvreté? Qu'est-ce que ta conscience citoyenne, elle te dit de faire par rapport à la discrimination des hommes et des femmes? Où est-ce qu'on est dans le discours? Moi, j'ai envie de voir des citoyens de confession musulmane, juive ou autre, ou n'importe lesquels, quand ils viennent et qu'ils voient un travail, au lieu de me commencer à me parler, vous êtes pour ou contre le foulard? Mais ça suffit avec cette question-là. Venons-en à l'essentiel. Une femme avec les mêmes compétences dans ce pays, elle a le même salaire ou pas? Alors allons travailler sur l'essentiel. Vous avez commencé par m'embrouiller sur les détails de vos peurs. Venons-en à l'essentiel de nos principes. Je répète, ne m'énervez pas avec les détails de vos peurs. Venons-en à l'essentiel de nos principes. Parce que c'est ça qui doit être aussi déterminant. C'est aussi là où on doit se retrouver. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a personne dans cette salle que je laisse sur la marge de ce propos. Tous, quelle que soit notre pensée, c'est aussi ceci. Et moi, tout ce que m'a enseigné ma tradition musulmane et mes études de philosophie, c'est ça. Je suis radicalement. Vous voyez, parfois, le radical, c'est bien. Être radical. Le livre, j'avais mentionné la réforme radicale. Il faut une révolution de pensée. Mais je suis radicalement opposé à toute tentation pour un universitaire de penser loin de la société, de ne pas servir la cité. Ça, pour moi, c'est un dévoiement de la pensée. Et donc, à Oxford pour enseigner, avec le monde pour vivre, et utiliser ce savoir pour servir. Le savoir, ça sert à servir. Alors, on a 2 solutions. Se servir des gens ou servir les gens. Donc ici, tout ça, ça vient aussi. Tout ce que je dis pour quelqu'un qui connaît la tradition musulmane, c'est en complète cohérence, mais ça n'a aucune opposition avec la citoyenneté, les valeurs que je trouve chez les chrétiens, chez les juifs ou chez les athées qui sont de cette même nature. Donc il faut qu'on s'y engage aussi sur cette justice. Où est-ce qu'on est par rapport à la justice sociale? Alors encore une fois, j'en veux beaucoup aux politiques français. Comme j'en veux à beaucoup, vous savez, je vais beaucoup aux États-Unis. Et quand on me dit, vous avez-vous rendu compte, Obama, le premier African-American qui est président, c'est bien, mais c'est un symbole.
Reste la réalité du terrain. Quand vous êtes latino, vous savez que les latinos sont beaucoup plus discriminés que les Africains, African Americans aux États-Unis. Mais toute cette population-là, il n'y a pas de justice sociale. On n'est pas du tout dans une dynamique de justice sociale. On est encore dans des ghettos, on est encore dans la prison et intellectuelle et géographique. Donc le symbole n'a pas encore eu d'effet sur le terrain. Il ne faut pas minimiser la force d'un symbole, mais il ne faut pas se cacher derrière les symboles. Et ce n'est pas parce que vous avez une ou deux ministres qui viennent d'eux et qu'on dit... J'aimerais bien qu'on dise en France ce que disait Boubacar, le sociologue, quand il avait dit un jour non, il faut arrêter de nous dire, nous, qu'on est issus de l'immigration. Nous, on est héritiers de l'immigration. C'est un héritage, il y a de la dignité de là où on vient. On n'est pas issus, on est héritiers. Et on apporte quelque chose. C'est tout à fait différent. C'est la noblesse de l'origine et non pas le défaut de l'origine. Issu de l'immigration n'est pas encore complètement, mais héritier, c'est-à-dire qu'on porte quelque chose, et qui est beau de ce point de vue-là, je trouve que c'était une belle formule. Donc, de ce point de vue-là, la préoccupation de la justice sociale, de l'engagement, mais la préoccupation de la justice sociale, ça veut dire qu'il faut être des citoyens engagés. Il y en a certains d'entre vous, en particulier chez les salafis qu'on a, les musulmans littéralistes, ils disent « nous, on ne fait pas de politique ». Et ma réponse à ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique, je dis « mais ça, c'est de la politique, ça ». Dire que je ne fais pas de politique, et surtout eux, ils disent « je ne fais pas de politique, mais je soutiens le gouvernement saoudien ». Ah, c'est bien, c'est pas de la politique, ça. Il faut le faire quand même, encore aujourd'hui, soutenir le gouvernement saoudien. Même avec des légions d'honneur. Parce que la réalité, elle est là. La réalité, c'est ça. C'est qu'on est en pleine contradiction. On vous dit à vous, citoyens français de confession musulmane, soyez ouverts, soyez républicains pour la laïcité, et puis on est tous les jours en train de traiter pour des raisons économiques et géostratégiques avec ceux qui produisent la pensée littéraliste la plus... Et on vient à nous dire, vous n'êtes pas clair. Ah bon? Ah, chez vous, c'est très clair. Qui n'est pas clair? Je veux dire, je discute avec Sarkozy, il me dit, vous avez un double discours. 5 ans plus tard, il est en Arabie Saoudite et il dit, vous êtes un islam modéré. Ah. Notez qu'il a fallu que Manuel Valls aille on n'est pas couché en face d'un humoriste et qui lui dit vous êtes en guerre et puis comment ça se fait que pour Charlie Bongo vienne, et là il s'est trouvé, il dit oui c'est vrai, il y a des intérêts économiques. Ah, il y a des intérêts économiques. Donc votre géométrie variable avec la liberté et les principes, elle est liée à quoi? Aux intérêts économiques. Guénaud qui me disait aussi dans une discussion, il me dit ah non, on est allé, il fallait sauver le peuple libyen. Vous n'êtes pas en train de me prendre pour un imbécile, non? Le problème, c'est qu'on nous prend pour des imbéciles, puis nous, dans notre silence, on est un peu imbéciles. Vous savez, le problème de la majorité silencieuse, c'est son silence. Parce que le problème, par exemple, par rapport à tout ce que je peux subir là maintenant, c'est pas ça le problème, c'est le silence de tellement. Qu'à partir d'un certain moment, on sait tout ça, tout ce jeu, ces manigances, ces politiques. Donc c'est là où on doit être des citoyens. Il faut avoir le courage de prendre la parole pour la justice sociale. Il faut avoir le courage de prendre la parole pour qu'est-ce que vous faites sur le terrain. Et avant d'accuser les politiques, de se mettre en position de cohérence personnelle. Parce que c'est facile de les accuser, eux qui ont le pouvoir, quand nous on ne fait rien. Oui? Je veux dire, les passifs accusateurs, ils ont deux défauts. Ils sont passifs et ils ne font qu'accuser. Par contre, l'actif, lui, au moment où il est actif, il se rendra compte que c'est plus complexe que ça. On n'accuse pas aussi vite que ça, parce que c'est difficile ce dont on parle. Donc la justice sociale, là, combien de temps il me reste là? Parce que je suis en train de m'allonger, non? J'ai encore 5 minutes, ça va? Ça veut dire quoi, ça? En égyptien, d'origine, ça veut dire t'arrêtes pas, vas-y, continue. C'est ce que tu me dis? Hein? C'est sérieux? Non, je vais essayer de faire plus court. Parce qu'après, il y a des questions? D'accord, d'accord. Ok. Qu'est-ce que je disais? On va voir si vous suivez. Pardon? Je ne comprends rien du tout, là. Vous êtes complètement... Il faut être actif, merci. Ça fait 3 heures que je dis ça.
Ça, vous êtes sûr. Donc, en l'occurrence, il ne faut pas être silencieux, il faut être courageux, mais il faut être engagé sur le terrain. Et des questions simples que je vous pose, de soi à soi. Je veux dire, combien de personnes dans cet engagement pour la solidarité, la justice, le décloisonnement social, combien de personnes ne sont pas de vos cercles à vous, professionnels, ou religieux, ou philosophiques, ou intellectuels, avec qui vous interagissez vraiment, qui vous permettent de faire ça? Je veux dire, c'est important ceci. Ma santé intellectuelle, elle est passée par 7 livres de dialogue avec des gens de tous horizons. Un qui est un chrétien engagé, là je suis en train de faire un bouquin avec Olivier Abel, un protestant engagé. On va faire un deuxième bouquin avec un athée qui a une vision philosophique majeure comme Edgar Morin. Je me lance dans un autre livre avec Abraham Bourg, qui était quelqu'un qui est très engagé, qui était quelqu'un qui était à la Knesset et qui a un discours sur le vivre ensemble et sur une vision à partir de là. Il faut qu'on dialogue. Mais dans votre vie quotidienne, vous voyez qui ne soit pas de votre cercle? Ça commence là. Je veux dire, on ne peut pas critiquer tout le monde et ne rien faire, d'être systématiquement avec les mêmes personnes. Et ça, c'est volontariste. Il y en a, il ne faut pas aller très loin. Il y en a certains, on peut même voir ça à l'intérieur de la communauté musulmane, dans les mosquées dans lesquelles ils vont. Ils disent, moi je suis ouvert à tous les musulmans, on est tous musulmans, ils vont que dans une mosquée, que dans une. Il y en a même, c'est encore pire que ça, ils vont que dans une mosquée qui est de la même nationalité d'origine. On est entre, tu comprends, c'est plus facile, mais on se comprend, le dialecte marocain ou algérien. Mais sors de la mosquée. Pourquoi ça? Quand vous voyez cette population, on a des personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne, des Maliens, des Ivoiriens et tout ceci. Ils n'arrivent pas à entrer en contact, même dans la communauté musulmane. Donc, même à l'intérieur, dans le dialogue intra, on n'est pas en train de le faire. Les Africains, ils sont où? Les Turcs, ils sont où? Et c'est marginal, c'est toujours les mêmes qui sont ensemble. On est en train de recréer, raison pour laquelle le troisième axe de travail sur lequel nous devons nous engager, et c'est sérieux cette affaire-là, c'est le racisme. Le racisme est un des éléments qui est entretenu par la peur et qui est en train de refaire surface. Moi, la grande peur que j'ai pour la France, comme pour beaucoup de pays en Europe, c'est pas l'émergence des forces de l'extrême droite, c'est la normalisation de leur discours partout parce que ça vous fait gagner des élections. Je l'avais dit lors des dernières élections. Le seul élément sur lequel ils apparaissaient être d'accord, M. Hollande et M. Sarkozy, c'était sur la question de l'islam, de la laïcité des étrangers. Mais qui avait ce discours-là? Dites-vous bien une chose, s'il y a une intuition sur laquelle, malheureusement, Marine Le Pen ne se trompe pas, c'est quand elle dit « vous nous volez nos idées ». Parce qu'il y a un vrai problème, à des moments donnés, quand on entend les partis politiques, qu'est-ce qu'ils entretiennent? Et ce que cela nourrit, c'est des potentiels racismes. Comme il ne doit pas y avoir de compétition de mémoire, il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie de racisme. Le racisme, c'est nous dans toutes les situations. Le racisme, l'antisémitisme, pour ceux qui sont de tradition musulmane, c'est anti-islamique et c'est anti-républicain pour tout le monde. Le racisme anti-noir, pareil. Le racisme anti-rome, pareil. Le racisme, l'islamophobie, le racisme contre les musulmans, pareil. Il n'y a pas de racisme acceptable. Ça veut dire qu'il faut s'engager, mais il faut faire attention. Il ne faut pas se positionner, nous, comme musulmans, on va lutter contre l'islamophobie, on ne s'occupe pas du reste. Et puis nous, comme noirs, on s'occupe de notre racisme. Non, 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 le racisme, ça concerne tout le monde. Et il faut développer une vraie réflexion et un vrai engagement ensemble, et ça doit être transversal. Et ça commence dans nos appartenances en tant que citoyens en disant que nous le refusons. Et nous le refusons fondamentalement. Comme nous refusons aussi tous les discours qui peuvent être de l'antisémitisme, de la christianophobie. Ce que disait Doudou Diène quand il était aux Nations Unies, il était en charge d'un projet où il s'occupait de l'antisémitisme, judéophobie, christianophobie, islamophobie. En disant il faut aborder les trois, il a raison, c'est quelque chose qui doit englober tous avec une même position, un même principe, pas de hiérarchie.
Et pas de compétition de victimes comme on ne fait pas de compétition de mémoire. Voilà des choses sur lesquelles il faut qu'on s'engage ensemble. Et pas des discours comme ceci idéalisés sur l'antiracisme. Non, du vrai, du sérieux sur le terrain, de travailler. Et ça veut dire lutter contre les discriminations à l'emploi, lutter contre les discriminations à l'habitat, lutter contre toutes ces discriminations-là et mettre en évidence ce combat qui est le nôtre.